Alors avant ça, si vous vous souvenez, dans le premier document que nous avions étudié ensemble sur Java SE, Introduction au langage de programmation, on avait vu cette petite planche-là. En fin de compte, nous, on s'exprime en moyen de communication par des phrases, des mots, des verbes, une syntaxe. Le microprocesseur, lui, exécute du langage machine, du binaire. Et donc, on faisait un pas vers lui, on apprenait un langage de programmation, on développait dans un langage de programmation qu'il était capable, grâce à un programme, de compiler et de le traduire en langage machine, grosso modo. Et là, on va introduire une notion qui est la notion d'objet. Un objet pour un ordinateur, lui, il connaît que des 0 et des 1, il n'en a aucune idée. Mais c'est une notion qui est plus proche de nous. Nous, on utilise des objets tous les jours. La voiture que je pointe du doigt, la voiture rouge, et la voiture est de couleur rouge et contient 5 places maximum. En fin de compte, on a des objets, c'est-à-dire une entité, cette voiture précise, et des caractéristiques, des attributs, c'est-à-dire qu'elle a une couleur rouge et peut contenir 5 places. Ce qui la caractérise. Et ça, c'est une notion humaine. Et en fait, on va s'éloigner du microprocesseur, au final. Nous, on va écrire maintenant avec des objets, et on va le voir tout ce que ça implique après. Et c'est le compilateur, le traducteur, l'interpréteur, etc., qui va traduire mon code en code exécutable par la machine. Et là, on va introduire des notions d'objets. Alors, faisons un autre petit rappel. Alors, donc là, c'est le document Introduction Java orienté objet. On avait vu qu'on avait les traitements dans ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est-à-dire programmation impérative, programmation procédurale. D'ailleurs, on va continuer tout le temps à s'en servir. La programmation orientée objet, il y a de la programmation aussi impérative et procédurale. Ça se complète. Mais là, on va introduire les notions d'objet. Et ce que l'on avait vu auparavant, c'est-à-dire que les traitements opèrent sur les données. On calcule delta. Je crée une donnée delta avec une certaine valeur. Et la valeur de delta va influencer les traitements. Je vais faire tel ou tel traitement suivant la valeur de delta. Prenons un autre exemple ici, puisque vous voyez le petit code en bas. On a deux variables, largeur, hauteur. On appelle la méthode surface. La méthode surface calcule la surface largeur fois hauteur et renvoie le résultat qui est affiché dans notre système out.println que vous voyez ici. On avait d'un côté les données, nos deux variables largeur et hauteur, et d'autre côté le traitement indépendant, la méthode surface. Ce qu'on pouvait déjà remarquer, c'est largeur et hauteur, même s'ils définissent le même rectangle, elles n'ont aucun lien entre elles, aucun lien sémantique. Ce sont deux variables indépendantes. Et la même chose pour la méthode surface, une méthode complètement indépendante de largeur et hauteur. Mais ces trois entités, surface, largeur et hauteur, ont quand même un lien qu'on pourrait appeler sémantique. Venons ici. Eh ben, déjà, un objet va être quoi? Déjà, ça sera une variable complexe, mais c'est un trio entité, attribut, valeur. Attribut, valeur, par exemple, la voiture, cette voiture-là, c'est l'entité. Deux couleurs rouge, ça, couleur rouge, c'est l'attribut et la valeur.
la voiture de couleur rouge est de 5 places et de puissance 120 chevaux, etc. Donc en fait, cette voiture-là est caractérisée par un ensemble de données qui correspondent à toutes les voitures. Toutes les voitures ont une puissance, une couleur, et ainsi de suite. De plus, là, un objet, en fait, ça va être des traitements et des données. C'est-à-dire qu'on aura dans les objets des traitements spécifiques aux objets. Alors, dans les classes, dans ce qui va nous servir à construire les objets, on aura des traitements spécifiques aux objets et un objet sera une variable complexe. Donc, au niveau des données, elles seront complexes et sur ce type d'objet-là, on pourra définir des traitements spécifiques, par exemple, afficher les valeurs de l'objet. Et donc, nos programmes vont être une répartition des traitements sur un ensemble d'objets. Il y aura des objets techniques, par exemple accéder à une base de données, et il y aura des objets qui correspondent à des données propres à l'application, comme des étudiants, par exemple, des objets étudiants qui vont avoir un nom, un prénom, un âge, etc. Des variables complexes. Et chaque objet représentera un individu, par exemple, que l'on est en train d'inscrire dans le logiciel, si le logiciel est le logiciel de gestion d'inscription d'une école. Donc, la notion d'abstraction. Alors, en fait, la notion fondamentale sur les classes et les objets, c'est-à-dire que les classes, ce sont des plans de construction d'objets, de variables complexes. Par exemple, un étudiant est défini par une chaîne de caractères son nom, une chaîne de caractères son prénom, un entier son âge. Et en fait, on va définir ce plan de construction-là dans la classe. Et on va créer des variables complexes, donc une variable qui aura un champ nom, un champ prénom, un champ âge. Et c'est cette variable complexe, bien sûr, donc on va allouer la mémoire pour chaque variable complexe, chaque objet, qui vont être construits à partir du plan de construction qui sont la classe. En fait, on appelle ça une abstraction, c'est-à-dire qu'on s'abstrait de la réalité, et suivant la réalité, on va définir des catégories d'objets, des entités abstraites, des descriptions génériques de, par exemple, si je fais un logiciel pour gérer les inscriptions d'une école, dans ce cas-là, je vais avoir par exemple une classe étudiant qui sera un plan de construction et à partir de cette classe étudiant, je vais instancier cette classe, c'est-à-dire créer, allouer de la mémoire pour des objets de type étudiant qui comprennent donc en mémoire de la réservation pour une chaîne de caractères nom, une chaîne de caractères prénom, un entier âge. Et donc la classe, elle, n'a aucune valeur pour elle-même. On ne fait aucune allocation de mémoire dans la RAM pour la classe. Alors, on verra un petit peu plus tard. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est une entité abstraite. Elle est juste là pour créer des objets. C'est le plan de construction. Par exemple, si je fais un logiciel de calcul géométrique et que je veux créer une classe qui représente les rectangles, je vais avoir des propriétés générales des rectangles, les données. Un rectangle est caractérisé par une largeur et une hauteur. Donc j'aurai des attributs, des propriétés générales des rectangles. Et que puis-je exécuter comme traitement? Le calcul de la surface et le calcul des périmètres grâce à la hauteur et largeur, grâce aux données, aux propriétés du rectangle. Alors,
Ça, pour l'instant. Calcul instance, type et variable. Alors, le résultat du processus d'abstraction et d'encapsulation, on y reviendra au fur et à mesure du cours sur la PO. En fait, ça s'appelle une classe, une catégorie d'objets, comme on a vu, par exemple, la classe étudiant qui définit les variables représentant les étudiants pour pouvoir les inscrire. En fait, c'est un nouveau type de variable, étudiant, ou rectangle là, c'est un nouveau type de variable. Et l'instanciation, en fait, la réalisation du plan de construction pour créer un objet, s'appelle une instance, on appelle ça aussi un objet. Donc un objet, ce n'est rien d'autre qu'une variable évoluée qui va être gérée de la même façon en mémoire que les tableaux, les chaînes de caractères. Ce sont des références qui pointent vers un espace mémoire où les données de l'objet sont enregistrées. Par exemple, pour un rectangle, si on instancie 3 fois la classe rectangle, on va réserver 3 fois de l'espace mémoire pour la largeur et la hauteur. Rien de plus. Et donc la largeur et la hauteur, ce sont des variables. Elles pourront très bien aussi varier pour chaque objet. Alors, arrivons à la classe maintenant. Les classes en Java. Alors les classes, en fait, chaque classe va avoir son fichier de base. Par exemple, pour un rectangle, un rectangle est caractérisé par quoi comme données? Par une hauteur et une largeur, qui sont de type réel. Donc on va définir classe rectangle avec un bloc d'instruction. Quand est-ce que commence la définition de la classe? Quand est-ce que finit la définition de la classe? Par quelles données est caractérisée la classe? La hauteur et la largeur qui sont de type réel. Au niveau des traitements, je peux calculer sa surface. D'accord. Surface retourne hauteur fois largeur. Là déjà, ce que l'on peut remarquer, c'est que la méthode surface ne prend pas de paramètres. Pourtant, elle a besoin de la hauteur et la largeur, mais la hauteur et la largeur sont les attributs de la classe rectangle. Ok. Et donc, toutes les méthodes ont accès aux attributs de la classe. C'est-à-dire que surface a accès directement à hauteur et largeur. D'ailleurs, la hauteur et la largeur sont déclarées dans ce bloc. Et dans ce bloc, quand on a parlé de portée des variables, donc double hauteur, double largeur sont accessibles, sont à portée et visibles dans tout ce bloc, et notamment à l'intérieur des sous-blocs, par exemple, même de la méthode surface. D'accord? Donc en fait, hauteur et largeur sont accessibles par toutes les méthodes, donc là, notamment par surface. Donc je ne les passe pas comme argument des méthodes. Dans les méthodes de la classe, une méthode, c'est une fonction qui est une fonction de classe. Des fonctions que je vais pouvoir exécuter sur des variables de type rectangle. Alors, voyons ça. Là, donc, ce sont les méthodes. Par exemple, ici, alors, on va reparler de l'opérateur new un petit peu plus tard. Ici, c'est l'opérateur d'affectation. C'est-à-dire que, à partir de ma classe rectangle, je crée un objet, et cet objet, donc, ici, on voit bien qu'on a l'opérateur d'affectation. Donc, new rectangle, en fin de compte, que fait-il? Il réserve de l'espace mémoire pour les attributs d'un rectangle, c'est-à-dire il réserve de l'espace mémoire pour hauteur et largeur. On le voit ici, d'accord? C'est-à-dire que notre classe rectangle a un attribut hauteur et un attribut largeur. Donc, ce qui se trouve à droite de l'opérateur d'affectation, new rectangle largeur,
alloue la mémoire pour hauteur et largeur, pour les données, et renvoie la référence à cet espace mémoire, qui sera stocké dans ma variable rect, qui est de type rectangle, la classe qui a été créée. Donc j'ai rect ici, qui référence l'espace mémoire qui a été alloué par mon opérateur d'instanciation new. Et après, ici, je peux appeler la méthode. C'est-à-dire sur cet objet rect, référencé par ma référence rect, je peux appeler la méthode surface, c'est-à-dire calculer la surface du rectangle, hauteur fois largeur, et le retourner à la plan. Alors pour l'instant, on ne peut pas vraiment calculer la surface de notre objet, on l'a instancié, on est capable d'appeler la méthode surface, mais on n'a pas initialisé les attributs et hauteur et largeur. Soit. On va y revenir dans la planche suivante, mais avant j'aimerais revenir sur la notion d'instanciation d'un objet. Donc en fin de compte, encore une fois, on est en deux étapes. La première étape, là, rectangle rect, là on déclare une référence identifiant rect, donc une variable qui référence un objet de type rectangle. Donc ma variable c'est rect, et on sait que c'est une référence de type rectangle puisque on a le type devant l'identifiant de la variable. Deuxième instruction, rect est égal à new rectangle, opérateur d'affectation. New rectangle, comme on a dit, new rectangle, on va réserver de l'espace mémoire pour les données définies par les attributs de la classe rectangle. Donc là, et new rectangle va renvoyer la référence que l'on va stocker dans rectangle, donc rect, que l'on va stocker dans rect, pardon. Donc rect va bien référencer l'espace mémoire correspondant aux attributs de la classe rectangle qui a été alloué grâce à l'opérateur new. Et bien sûr, encore une fois, on peut très bien faire ça sur une seule ligne. Une information complémentaire, une différence par rapport à ce que l'on connaissait auparavant, tout qu'on n'en avait pas encore parlé, ni sur les URListes, sur les tableaux dynamiques, c'est-à-dire que là, les attributs, d'accord, quand je fais un new rectangle, on sait que la classe rectangle a deux attributs, largeur et hauteur. Et bien les attributs, en mémoire, quand on instancie la classe rectangle, ils sont initialisés par défaut. Si les attributs sont booléens, sont initialisés à false. Si les attributs sont entiers, à 0. Réel 0.0. Et pour les types évolués, j'ai le caractère tableau maintenant objet. Un attribut peut très bien être un objet, un type évolué, un attribut. À nul, N-U-L-L. Et nul, N-U-L-L, ça veut dire ne référence rien. Une référence qui ne référence rien. Et ça, on va le voir très souvent, notamment si on veut initialiser des références. On va les initialiser à nul ou spécifier que la référence ne référence rien. Alors, après, on a ce qu'on appelle l'encapsulation et la notion d'interface. En fait, excusez-moi, désolé. En fait, on a des droits d'accès. C'est-à-dire que aussi bien les attributs, là, on a hauteur et largeur, que les méthodes, la méthode surface, on peut leur spécifier des droits d'accès.
Alors, c'est une notion qui n'est pas forcément évidente parce qu'on n'a pas encore utilisé, instancié, manipulé. On va le faire juste là dans une ou deux planches. C'est-à-dire que en dehors de la classe, je donne accès ou pas à l'attribut ou à la méthode. Pour ça, pour chaque attribut et chaque méthode a un droit d'accès, soit pour l'instant public ou private. Alors, allons-y. Faisons un petit exemple. Je vais créer une classe, par exemple étudiant. Donc, vous avez vu, là, sur mon package, on y reparlera un peu plus tard aussi du package. Je fais un new classe. Je lui donne un nom, étudiant, et je valide. Là, la méthode main, je vais le faire dans un autre fichier. Vous allez voir après. Je valide. OK. Donc, je vais déjà fermer tous les autres. D'accord. Un étudiant, il a quoi? Il a un nom. Il a un prénom. Et il a un âge, par exemple. OK. Alors, ici, je pourrais très bien, par exemple, je crée une classe principale principal PO, dis donc, principal PO1. PO1. Okay. Avec la méthode main, il faut bien que je lance mon programme. Et ici, je fais étudiant. Donc, je déclare une variable que je vais appeler étudiant avec un petit e. Et je l'initialise à nul. Pour l'instant, ma référence de type étudiant sur un objet de type étudiant est nulle. Ma référence ne référence rien. Et je vais instancier la classe étudiant que je viens de créer auparavant. Si je ne fais pas déjà étudiant, ok, étudiant, CTRL F. Là, je viens de créer un objet de type étudiant. D'ailleurs, je peux très bien afficher ma référence. Alors, ok. Il me renvoie une référence. Là, ce que vous voyez, étudiant, arrobas, et après une valeur. La valeur là, c'est la référence. Et étudiant, c'est la classe de l'objet qui a comme référence la valeur que vous voyez en surligné. Ok. Et ici, d'ailleurs, si je veux afficher par exemple point prénom, ok. C'est-à-dire que là, j'ai instancié ma classe étudiant, j'ai réservé de l'espace mémoire pour la variable de l'objet prénom, la variable de l'objet nom, la variable de l'objet âge. Ok, si j'exécute ça, prénom est une chaîne de caractères et vaut nul, puisque quand j'ai instancié l'objet alloué de la mémoire pour la chaîne de caractères nom, pour la chaîne de caractères prénom, pour l'entier âge, et les attributs, les valeurs des variables nom, prénom, âge ont été initialisés, on a dit, pour les variables complexes à nul, par exemple prénom, et
pour la variable âge, qui est un entier, à 0. OK. Reprenons. Oui, je voulais vous rajouter quelque chose aussi. D'accord. Imaginons que par exemple, là, je veux aussi bien sûr afficher mon nom, enfin le nom de l'étudiant. OK. D'accord. Nom vaut nul, ce qui est plutôt cohérent, puisque nom est une variable complexe. Et on a aussi ce qu'on appelle des droits d'accès, c'est-à-dire que je peux très bien refuser que l'on ait accès à la valeur de la variable nom de l'étudiant avec le mot-clé private. Private, je dis que l'accès de la variable nom de l'étudiant en question n'est accessible que par les méthodes. Donc maintenant, si j'ai regardé déjà, j'ai bien une erreur. Ici, vous voyez un petit filet rouge. D'ailleurs, si je mets ma souris dessus, il me conseille soit de changer la visibilité de nom dans la classe étudiant, soit créer un getter ou un setter, on va le voir un peu plus tard. D'accord? En fait, j'ai deux types de droits d'accès. J'ai private et par exemple public. Donc, on a dit que non, on ne peut pas l'afficher puisque non est private. OK. Par contre, public, vous voyez que ça le rend accessible en dehors de la classe. On a mis public pour prénom. OK. Donc, et on a une règle, la règle d'encapsulation, c'est-à-dire que tous les attributs d'une classe doivent toujours être privés, sauf exception, comme toujours, mais la règle de base, tous les attributs doivent être privés, c'est-à-dire que ici, je dois les mettre private. Et bien entendu, alors, int, voilà. Et bien entendu, ça veut dire que je ne peux pas accéder aux attributs à l'extérieur de l'objet. Ceci pour éviter, par exemple, vous concevez la classe, vous écrivez la classe. Vous avez en fait, il y a deux rôles dans cette histoire. Il y a le rôle du concepteur, de l'informaticien concepteur, de l'informaticien développeur. Le concepteur, lui, conçoit la classe et va la donner à l'informaticien développeur, qui lui va récupérer la classe, va s'en servir pour créer des objets, pour aller lire la base de données et transférer les données, etc., etc. Donc il y a un rôle qui lui conçoit la classe et un autre qui lui va se servir de la classe pour instancier des variables complexes. Et en fait, ce que l'on veut, c'est fermer les possibilités le plus possible de la classe, donc notamment, bien sûr, pour les données, donc c'est-à-dire les attributs, de ne pas pouvoir faire n'importe quoi avec. Et on va donner accès, par contre, à certaines méthodes bien choisies, celles que l'on veut que l'informaticien développeur, lui, puisse utiliser. Alors, le principe de base, private, pour les attributs. En fait, on parle d'interface après. C'est-à-dire que, par exemple, ici, la classe rectangle, hauteur et largeur sont privés, principe d'encapsulation, et surface, elle, est publique. Donc, je vais pouvoir appeler surface sur rectangle. D'accord? Priver tous les attributs, la plupart des méthodes, donc règle d'encapsulation, tous les attributs. Après, les méthodes qui ne doivent pas être accessibles de l'extérieur, ou c'est pas une obligation, on donne le minimum de droits.
et quelques méthodes bien choisies pour pouvoir utiliser la classe, bien sûr, et pouvoir utiliser les possibilités d'exécuter des méthodes, sinon ça ne servira pas à grand chose. Et donc, interface, on parle d'interface d'un objet, d'interface d'une classe, c'est-à-dire ce qui est accessible de l'extérieur de l'objet, de l'extérieur de la classe. Alors après, on pourrait se dire, ouais, mais c'est bien joli ça, mais moi, le problème que j'ai, c'est que si je ne peux pas accéder à hauteur et à largeur, comment je peux faire? Que puis-je faire pour donner des valeurs à hauteur et à largeur? On a une première chose, on va d'abord parler de cette possibilité-là. On a ce qu'on appelle des assesseurs et des manipulateurs. C'est-à-dire que si on veut quand même pouvoir utiliser les valeurs des attributs, c'est-à-dire aussi bien les lire que écrire, c'est-à-dire modifier hauteur et modifier largeur, dans ce cas-là, je peux le faire via des méthodes qu'on appelle des assesseurs, des manipulateurs et plus communément des getters et des setters. Par exemple, pour pouvoir lire la hauteur et la largeur, on va appeler une méthode, l'une qui nous retourne la hauteur, l'autre qui nous retourne la largeur. Et si l'on veut écrire dans ces attributs-là, cette hauteur, cette largeur, on passe la hauteur pour la première et l'on va modifier la hauteur de l'objet. Et la même chose pour la largeur. Regardons notre classe rectangle ici, en bas. Nos deux attributs, hauteur et largeur privés. Parfait. On a la méthode surface, publique, accessible en dehors de l'objet, qui retourne hauteur fois largeur. Après, j'ai mes deux assesseurs, get hauteur, get largeur. J'ai mes deux manipulateurs, set hauteur, set largeur. Si l'on regarde la méthode get hauteur, qui est un assesseur qui va nous permettre de lire la hauteur, la valeur de l'attribut hauteur de notre rectangle. Et elle retourne bien la hauteur, c'est-à-dire l'attribut. Donc je n'ai pas accès directement à hauteur, mais par contre, j'y ai accès en lecture par get hauteur. Si j'appelle la hauteur sur cet objet. Cette hauteur, lui, ça va nous permettre d'écrire. C'est-à-dire quand on va appeler la méthode set hauteur, on va lui passer un réel. Et on va stocker la valeur du réel passé en paramètre dans l'attribut, la variable hauteur, l'attribut de notre objet hauteur. Donc déjà, créons une classe rectangle. Encore une fois, new, pour l'instant, on ne crée pas de package, on en parlera juste après, si jamais vous en avez déjà entendu parler. Donc ma classe rectangle. Donc on a deux doubles, hauteur et largeur. Donc private, puisque je respecte le principe, la règle d'encapsulation, tous les attributs sont privés. Après, j'ai ma méthode, donc elle publique, double, le type de retour, surface, qui va me retourner hauteur fois largeur. Ok. Mais si mes attributs hauteur et largeur sont privés, quand je vais instancier ma classe rectangle, je ne pourrai pas modifier la valeur de hauteur et largeur. Donc on va créer les assesseurs. Alors déjà, les modificateurs, cette hauteur, cette largeur. Alors, on peut aussi les générer par l'IDE, soit. Sinon, écrivez-le à la main. Ça sera aussi bien pour les premières fois. Donc là, j'ai mes assesseurs. C'est-à-dire que je peux
très bien donner des valeurs à hauteur et largeur. Alors, exécutons, testons la classe rectangle déjà en créant principal POO2 avec notre méthode main. Et on va instancier la classe rectangle. Alors, new, il veut pas rectangle. Tac, rectangle. Voilà. J'ai mon IDE qui s'est planté. Ok. Rectangle. Avec un A. Voilà. Ok. Dans un premier temps, je vais afficher largeur. Non, je peux pas l'afficher puisqu'il est privé. Alors, on va afficher déjà la référence. Très bien. On exécute. On voit qu'on a une référence. C'est cohérent. Classe rectangle. Très bien. Après, je peux très bien sur ce rectangle afficher la surface. Je n'ai pas changé mais la valeur des attributs. Donc là, je vais avoir une surface qui va être égale à 0. Hein. Les attributs, quand on instancie la classe rectangle, vont être initialisés à 0.0 puisque ce sont des doubles. Ok. Puis après, sur ce rectangle, je vais lui donner une hauteur. Par exemple, ici, 3.6 et une largeur. 4.8 et on va réafficher la surface. Ok. Et là, j'ai bien ma surface 3.6 fois 4.8 qui a été calculée. Donc, c'est-à-dire, on a instancié notre classe rectangle. On a modifié les attributs, largeur et hauteur, et on a pu calculer donc la surface du rectangle de hauteur 3.6, de largeur 4.8. Ok. Donc voilà pour une introduction, en fin de compte, aux notions d'objets, de classes, d'attributs, de méthodes. Et ce sont des variables complexes, donc on utilise des références exactement comme on avait vu pour les tableaux, chaîne de caractères.